Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Chers collègues qui êtes en distanciel, bonjour à vous toutes et à vous tous. Également, bonjour aux élèves présents et aux collègues qui aujourd'hui sont en salle pour accompagner cette conférence, et puis également Joanne Cassagne à la technique, sans qui d'abord la liaison n'aurait pas été possible, les liaisons techniques et puis l'enregistrement de ce travail. Je vais vous présenter en quelques mots Denis Péchanski, notamment pour vous, élèves de terminale à GGSP. D'habitude, c'est moi qui vous fais cours. Là, aujourd'hui, finalement, vous allez avoir une belle séance sur la mémoire et sur notamment les mémoires. Donc, Denis Péchanski, je le connais depuis. Ouais, bon, on passe. Voilà, depuis quelques années. Euh, il est directeur de recherche émérite au CNRS, donc spécialiste de l'histoire du régime de Vichy, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais également spécialiste des sciences de la mémoire. Ce sont sur des questions sur lesquelles vous pourrez l'interroger. Je sais que, notamment sur les programmes sur les attentats, sont des questions qui peuvent intéresser quelques-uns ou quelques-unes parmi vous qui préparez le grand oral dans quelques mois pour le bac. Denis Péchanski, par ses fonctions, par son travail sur le régime de Vichy, a énormément travaillé, donc a fait pas mal de travail et pas mal de publications. Et là, c'est aussi à ce titre-là qu'il a, comme je vous l'ai déjà dit, travaillé au comité scientifique, enfin, aux membres du comité scientifique de la panthéonisation de Missak Manouchian, un premier élément. Et puis un deuxième élément dans son cursus récent, il a été nommé à la présidence du Conseil scientifique et d'orientation des commémorations du 80e anniversaire de la libération, du débarquement et de la victoire. Les cérémonies qui vont se préparer et se dérouler à partir de juin prochain, notamment en Normandie. Tout un élément sur la mémoire, sur les mémoires, et qui sont à votre programme, et sur lequel, c'est une question, vous le savez, ce lien entre histoire et mémoire qui est très complexe, qui est très compliqué, qui vous a posé pas mal de soucis, hein, puisque c'est une des questions où on a pas mal de droit, on a pas mal de philosophie dessus. Voilà. Et puis, qui est encore loin de faire l'unanimité dans la communauté historienne. Comment ça va se dérouler? Un premier temps de conférence où Denis Péchanski va vous parler, va vous faire un propos général, à peu près une heure, une grosse heure, et puis après, vous aurez le temps de lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Profitez que vous êtes un petit nombre, on est un petit peu là de façon intimiste. Pareil pour les collègues et leurs classes qui sont connectés, de leur poser également les questions que vous souhaitez, du moins d'en profiter. Voilà, Denis, je te laisse la parole. Tu as déjà le micro, donc c'est Ça parfait. marche? Merci. Oui, c'est bon. Merci. Bien, je suis très heureux d'être avec vous pour discuter effectivement de ces questions de mémoire collective. Euh, Deuxième Guerre mondiale, là on vient de vivre une séquence mémorielle très importante autour de la panthéonisation de Missak Manouchian, accompagné de sa femme Mélinée Manouchian, et puis avec un honneur particulier rendu aux 23, à l'ensemble des 23, plus du condamné à mort lors du procès dit de la Fiche Rouge, et puis au chef de tous les FTP de la région parisienne arrêtés en même temps que Missak Manouchian le 16 novembre 1943, à savoir Joseph Epstein. Donc on voit bien à travers cet épisode, j'y reviendrai mais plus précisément, mais on est en 2024, on panthéonise le premier résistant étranger et le premier résistant communiste. Parmi tous les résistants panthéonisés, il n'y en avait pas.
Donc, on doit évidemment se poser la question, la façon dont la mémoire collective évolue dans le temps, dans l'histoire, et comment cette imbrication dans l'histoire est nécessaire, mais aussi comment elle agit sur l'histoire, comment elle agit sur le présent. Et là, on en a évidemment un exemple avec ce double événement, puisqu'on a eu à la fois la commémoration qui s'est faite au Mont Valérien et la commémoration qui s'est faite au Panthéon. Et on pourra, si vous voulez, revenir dessus dans les échanges. Alors, je voudrais finalement vous proposer d'abord un cadrage conceptuel qui sera avec des exemples qui seront tirés de la Deuxième Guerre mondiale et donc de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on y va? Mémoire collective. Comment on définira ça? Allez au boulot, hein. Ah non, j'ai travaillé ce matin, là. Les troisièmes, bon, ils ont le droit, mais là, vous, non. Alors, trouvez-moi des mots. Qu'est-ce que vous mettriez derrière mémoire collective? Des mots qui me permettent de définir ce qu'est la mémoire collective. Oui? Elle est subjective. Alors, elle est subjective par rapport à quoi? Par rapport au point de vue que la communauté qui porte cette mémoire va vouloir transmettre. D'accord, donc elle est rattachée à une communauté, on va dire un segment de la société ou la société dans son ensemble. Hein, parce que ça peut être la mémoire. Bon, ça c'est le point d'arrivée. D'accord? Il me manque des choses avant. Hein. Oui? Elle est formée à partir du vécu individuel et collectif. Alors, ça c'est compliqué parce que est-ce que c'est formé à partir de la somme des souvenirs individuels ou est-ce que c'est au-delà? Ben, dans les faits, on peut pas dire que la mémoire collective est la somme des mémoires individuelles. C'est pas comme ça qu'on pourra la définir parce que on le verra, il y a des choses qu'on a vécues mais qui ne sont pas retenues par la mémoire collective. Oui? T'as pas un micro là parce que sinon ça va hurler de l'autre côté là. Parce que je veux les faire travailler un peu parce que tout le monde on rigole, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut. Donc on va vous donner des micros et l'idée c'est de parler. C'est de parler dans le micro. Enfin, vous voyez le truc. Un micro en général, ce qui serait bien, c'est que vous parlez dans le micro. Vous voyez, c'est un truc. Enfin, je dis ça. Alors, dis-moi. J'ai oublié ce que je voulais dire. Faut que tu approches et tu te souviens plus de ce que tu voulais dire. Si, c'est bon. Ah. Ça se réfère à un groupe d'individus ethniques, racial ou autre. Enfin, un groupe certain d'individus qui ont un point commun. Donc on reste sur la question du segment de société dont on parlait tout à l'heure, le point d'arrivée. C'est quelque chose, la mémoire collective, est soit la mémoire collective d'une société dans son ensemble, soit de certains groupes, de certains segments. Ok, on est d'accord. Ça, c'est le point d'arrivée. Oui? Il n'y en a qu'un seul, là Ah bon? Et Hildegarde, là, il stocke, c'est ça? C'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Enfin, elle est évolutive, elle Ok. change toujours. Donc ça évolue dans le temps. Oui. Elle faisait un travail de reconnaissance collectif. Est-ce que c'est ça l'objectif d'une mémoire? Est-ce que ça sert effectivement? Mais il y a un mot qui me manque là. Dans cette plutôt que reconnaissance, ça renvoie à quoi? Mais vous avez un petit peu dit ça les uns les autres. C'est autour du mot d'identité, d'accord? Donc on a identité, société, segment de société, mais avant il me manque quelque chose. Vas-y. Bonjour. Une mémoire collective n'est possible que par la justice? Pourquoi? Je sais pas, c'est ce que je pense. Non. On n'a pas besoin de la justice pour... Ça peut participer à la construction d'une mémoire collective. Hein. On est bien d'accord. Et que, par exemple, si on prend les procès d'épuration, ça a évidemment participé à la construction d'une mémoire collective. Quand on pense au 13 novembre, il est évident que le procès du 13 novembre a été très important dans la construction de la mémoire du 13 novembre qu'on a eu en France. Mais c'est l'un des vecteurs.
Quand on travaillera sur les vecteurs, oui, mais ce n'est pas dans ma définition. C'est aussi une question de représentation. Comment on se représente un événement qui est arrivé dans le passé, enfin, comment on interprète un fait. Ça arrive en fin de ça. Bon, c'est une représentation de quoi donc? C'est du passé, on est d'accord? Donc, on va reprendre. La mémoire collective, c'est une représentation du passé. Ok? Pourquoi je parle de représentation du passé? Pour l'opposer à quoi? Ou la différencier de quoi? De l'histoire, du coup. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est juste les faits de la façon la plus objective possible. Mais moi, l'objectivité de côté, c'est pas la question de l'objectivité. Oui? Non? Si, ça raconte des faits du passé qui sont passés avant, mais avec actuellement. Ça raconte. C'est une analyse du passé. Donc, si on veut distinguer entre histoire et mémoire, la clé, elle est là. L'histoire, c'est une analyse du passé en utilisant des outils scientifiques qui sont liés à la démarche historienne. La mémoire collective, on n'est pas dans l'analyse du passé, on est dans la représentation du passé et on ne se pose pas la question des outils qu'on va utiliser pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Là, on est vraiment dans une autre démarche. Et ça, c'est important quand vous avez à distinguer les deux. Donc, on est dans la représentation du passé qui participe à la construction identitaire d'une société ou d'un segment de société. D'accord? Il manque encore un truc. Est-ce qu'on se souvient de tout dans une mémoire collective? Donc il manque un mot. C'est une mémoire, pop, du passé. Qu'est-ce qu'il y a derrière pop? Tu veux le mettre? Une mémoire partielle? Oui, alors on va l'appeler autrement, parce qu'on sélectionne en fait. Donc on va dire, alors, on va reprendre la définition complète maintenant. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Tu m'inventes encore quelque chose, c'est ça? Non, pour savoir qu'est-ce que tu avais en tête. La mémoire, elle évolue, mais je sais pas si Mais ça, qu'elle évolue dans le passé, dans le temps, on verra ça. C'est les régimes mémoriels. Mais là, donc si on reprend tout, hein, c'est si vous voulez, une définition qui est fortement déjà, qui a été déjà largement construite par Altbach au milieu des années 20. Donc vraiment, c'est depuis longtemps. Hein. Oui. Elle sélectionne. Voilà. Donc c'est une représentation sélective du passé, parce qu'on ne se souvient pas de tout, et je vais vous donner des exemples, qui participent à la construction identitaire, soit d'une société, soit d'un segment de cette société. Voilà. Et là, vous avez votre définition de la mémoire collective. Ça vous fait déjà 10 sur les 20 que vous devez avoir. OK ? Représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d'une société ou d'un segment de société. Bon. Par exemple, pourquoi je dis société ou segment de société? Par exemple, la mémoire que peuvent avoir les communistes de la Deuxième Guerre mondiale, segment de la société, puisqu'on parlait de Manouchian, ne sera pas la même, nécessairement, que la mémoire dominante de la société. Ou bien la mémoire que les Arméniens peuvent avoir de la Seconde Guerre mondiale sera différente de celle que, des Arméniens en France, de celle que toute la société peut avoir, et ainsi de suite. Donc, quand je dis segment de société ou la société dans son ensemble, ça veut dire qu'on a une dominante, une configuration mémorielle dominante, si vous voulez. Donc, première chose, première définition, la mémoire collective. Mais, deuxième élément, deuxième outil conceptuel, et là, je rentre dans ceux que j'ai forgés moi-même, mais peu importe, ce que j'appelle les conditions de la mise en récit mémoriel. Les conditions de la mise en récit mémoriel, c'est les conditions pour qu'un événement soit effectivement un événement devenu structurant de la mémoire collective à un moment donné. Je vais vous prendre deux exemples, deux contre-exemples d'une certaine façon. L'Exode. L'Exode, c'est quoi l'Exode? Qu'est-ce que j'appelle? Hein? Oui, mais à quel moment? Quelle période? Alors, ça existe à d'autres périodes, mais quand en France on dit l'Exode, vas-y.
C'est à la défaite de 40, la Voilà. fuite vers la zone D. Mai-juin 40. Mesurez l'ampleur du point de vue historique. Vous verrez la différence justement entre mémoire et histoire. Vous avez 8 millions de personnes sur les routes. 8 millions de personnes sur les routes, entre ceux qui sont sur les routes, ceux qui les ont vus passer, ceux qui les ont accueillis, ceux qui en ont entendu parler, il y a 40 millions d'habitants en France. Ça veut dire qu'après près tout le monde a entendu parler ou a vu ou a rencontré ces gens qui étaient sur les routes de l'Exode. Et l'historien, les historiens que nous sommes, eh bien, on dira, c'est un événement fondamental pour comprendre la Deuxième Guerre mondiale en France. Et entre autres, pour comprendre pourquoi Pétain a eu cette aura pendant une bonne partie de la guerre, voire au-delà, pourquoi aussi il y a eu une forme d'atomisation de la société qui était engagée, mais là qui est une sorte de concrétisation majeure. Donc, vous voyez bien que les conditions, en théorie, si on était comme historien, je vous dirais, ah ben oui, c'est un élément structurant de la mémoire collective, pas du tout. C'est un événement qui n'a jamais été, qui a jamais impacté dans la mémoire collective. Ça a touché tous les individus un par un, sans problème, hein, et ça n'est pas un événement structurant de la mémoire collective. Il y a des figures comme ça qui vont apparaître, hein, figure du résistant, figure de la victime juive, figure de Vichy, on en a plusieurs comme ça qui vont émerger, on va en parler. Mais celle-là, pour l'instant, parce qu'on verra bien après, pour l'instant, l'Exode n'est pas dans la mémoire collective des Français, à aucun moment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc on ne l'a pas retenu. Et pourquoi on ne l'a pas retenu, à votre avis ? Rappelez-vous la définition, qui participe à la construction identitaire d'un groupe, enfin de la société ou d'un segment de société. Est-ce que ça participe, ça peut participer de cette construction-là? Peut-être parce que c'est pas glorifiant pour l'histoire de la France. Alors, on va voir qu'il y a d'autres exemples, à l'inverse, qui ne sont vraiment pas glorifiants et qui vont être retenus. Mais c'est vrai, dans le sens où on ne le retient pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avec la peur, la honte, la fuite, le vol souvent? Vous ne faites rien. Donc ça ne peut pas participer à la construction identitaire d'un groupe ou d'une société dans son ensemble. En quoi c'est utile? Il faut toujours se poser cette question pour pouvoir creuser ce qu'est la mémoire collective. Deuxième exemple, 1944. On est à l'été, en 3 mois et demi, en Normandie. Il y a eu plus de destruction, de morts, de blessés, de tout ce que vous voulez, que pendant toute l'occupation. Avec un problème. C'est quoi? Eh bien, que les bombes, elles étaient larguées par les copains qui venaient vous libérer. C'était les bombes des anglo-saxons. Enfin, des Américains, des Anglais. Et spécialement des Américains. Pendant 3 mois, il y a eu 3 mois et demi des bombardements terribles pour pouvoir réussir ce débarquement et surtout la suite du débarquement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que la mémoire collective fait avec des bombes qui sont larguées par les copains qui viennent vous libérer? On ne voit pas l'utilité. Ça n'a, dans ce sens-là, enfin, ça n'a aucun sens. Alors, ce qui est terrible, c'est que les individus qui sont sous les bombes, les Normands, eux, ils l'ont vécu. Et c'est, je dirais, la double peine. Parce que non seulement ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais ils voient bien que c'est pas relayé dans la mémoire collective. Et ça, c'est le défi des dernières années, ça a bougé, de faire rentrer cette histoire-là dans la mémoire collective des Français à travers une réflexion sur les civils dans la guerre. Bon, c'est le process qu'on est en train de vraiment finaliser avec ces 80 ans de la commémoration. Il y aura une commémoration à Saint-Lô avec le président de la République. Et ce n'est pas par hasard que ce lieu a été choisi, parce que la ville a été détruite à 80%.
Donc, et par les bombardements alliés. Alors, il ne s'agit pas du tout de tirer de ça une critique des Alliés, évidemment, encore moins de regretter qu'il y ait eu débarquement et libération. Mais c'est une façon de dire, bon, là, il faut réintégrer cet événement dans la mémoire collective. Pour l'instant, il ne l'est pas, parce qu'il n'a pas d'utilité, il n'a pas de sens. Donc, si je reprends le concept que je vous propose, les conditions de la mise en récit mémoriel, c'est-à-dire que la condition pour qu'un événement soit retenu par la mémoire collective, ne sont pas réunies. Ça va, c'est clair? Bon. Donc, l'intérêt, c'est que ces conditions de la mise en récit mémoriel, ça peut changer. À certains moments, ces conditions peuvent être réunies. Et ça renvoie au troisième concept que je vous propose, celui de régime mémoriel. Vous avez, à plusieurs moments, à différents moments, une représentation dominante, collective, de la Deuxième Guerre mondiale, dans la population française. Alors, traditionnellement, quand vous prenez vos manuels scolaires, on vous dit, il y a deux grands moments. D'abord, autour de la figure du résistant, ensuite, autour de la figure de la victime juive. Voilà. Et le tournant, c'est début des années 70, Klarsfeld, Paxton. Bon, mais c'est faux. Je ne vais pas dire ça. C'est à nuancer. Bon, en plus, quand on dit, ouais, alors, je vais quand même une petite anecdote assez amusante, c'est qu'il y a quelques années, enfin il y a quelques années, non, ma fille était en terminale. Elle reçoit, donc, il y avait comme sujet mémoire de la Deuxième Guerre mondiale en France. Bon. Bon, c'était pas brillant, c'est clair, donc elle se prend une banane. Et le prof a fait une grosse erreur, j'espère que vous ne faites pas ça, hein, vous deux. C'est-à-dire qu'il a envoyé ses corrections par écrit, à machine, et donc j'avais la correction officielle du prof. Donc, il y avait un double problème. Le premier problème, c'est qu'il me mettait les deux périodes, alors que pour moi, il y a beaucoup plus que deux régimes mémoriels, et je vais vous l'expliquer. Bon, mais ça, à la limite, c'est ce qui est récurrent, c'est ce qu'on lit partout, donc c'est pas scandaleux outre mesure, si ce n'est que Henri Rousseau, mon copain, qui a encore moins de cheveux que moi, donc s'arrachait les derniers cheveux, parce que on disait, ah oui, comme dit Henri Rousseau, il y a toute une première période qui est une période de le résistentialisme. Où sauf que c'est pas du tout ce qu'il a dit. Parce que le résistentialisme, où les Français disaient, nous sommes tous résistants. Bon. Non. C'est pas du tout ce qu'il disait. Donc ça l'énervait beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est lui qui prenait. Mais simplement, je reviens sur le système. Ils me disent non seulement sur le corrigé, j'ai deux périodes, alors que moi j'en ai 6, mais en plus, il me dit, ce qui quand même pour un historien est problématique, oui, la première période c'était la légende. Et heureusement, dans la deuxième période, avec la figure de la victime juive comme centrale dans la représentation, dans la mémoire collective, là on rentre, on se réconcilie avec l'histoire et avec la science, en gros. J'utilisais pas ces termes, mais ça voulait dire ça. C'est qu'en gros, avant, c'était de la légende, et là, on vient dans la réalité des faits. Bon. Ce qui, pour un historien qui travaille sur la mémoire, est inaudible. C'est inaudible. On raisonne pas dans ces termes-là. On n'est pas là pour dire, ah oui, ça c'était bien, ça c'est pas bien, c'est pas possible. Bon, mais mon problème à moi, c'était de comprendre pourquoi, enfin, je disais ça plus ou moins sérieusement sans doute, donc ça a dû se recevoir, donc je lui ai écrit, je lui ai dit,
écoutez, ma fille, voilà, elle s'est pris une banane, est-ce que vous pouvez m'expliquer pour que je puisse dire à ma fille ce qu'il en est, chers collègues? Il me répond en me disant, bon, bah, pas de problème, on se voit là, après les vacances, si ça vous dérange pas. Et bien sûr, sauf qu'il m'a jamais jamais dit quelles vacances il s'agissait. Donc j'attends toujours, ça fait 6 ans. Donc j'ai toujours pas de réponse. Alors pour revenir à mon histoire de régime mémoriel, on va essayer de raisonner en fonction vraiment de tous les travaux les plus récents qui sont apparus et qui vraiment vont dans le même sens. Le premier régime mémoriel, c'est entre 44 et 50, 49-50, même avant 50. Voilà. Là, toutes les mémoires sont accueillies. On dit souvent, on a complètement, il n'y a que la mémoire de la résistance, on a complètement oublié les autres. C'est faux. Il y a bien sûr une hiérarchie, et je reviendrai dessus, et qu'il y a bien entendu dans la reconstruction, la figure du héros résistant est une figure qui est valorisée, qui est mise en avant, bien entendu. Mais il y a aussi la mémoire juive. Au point que, pour prendre un seul exemple, vous avez une grande responsable communiste, Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est la seule française à avoir été témoin convoquée au procès de Nuremberg. Donc, si on suit les schémas habituels, la mémoire communiste évacue complètement la référence à la solution finale et donc à l'extermination des Juifs. Ça, c'est ce qui sort souvent. Petit problème, c'est en ligne. Hein. Marie-Claude Vaillant-Couturier, donc une responsable importante, qui a été arrêtée en 1942, qui a été déportée, d'abord à Auschwitz et ensuite à Ravensbrück, et qui était la responsable à Ravensbrück du comité clandestin hein, des internés. Et donc, vous voyez, quand même beaucoup de responsabilités. Et là, elle vient à Nuremberg et on commence à l'interroger. On lui dit, est-ce que vous pouvez raconter les expérimentations qu'il y avait sur les politiques, les femmes qui étaient enfermées? Et là, il dit, écoutez, je vais vous en parler, mais d'abord, j'ai une chose à vous dire. Je suis passé par Auschwitz et j'ai vu ce que ça signifiait, l'extermination d'une population, en l'occurrence les Juifs, les vieillards, les femmes, les enfants, qui étaient envoyés dans les chambres à gaz, et ensuite les corps qui étaient brûlés dans les crématoires. Bon. Et elle fait 5 minutes là-dessus, ou 10 minutes sur le sujet. Et après, elle répond à toutes les questions. C'est pour vous dire qu'on n'est pas du tout dans une période où on cache cette mémoire de la solution finale, ou cette mémoire du sort des Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que c'est au plus haut, bien entendu, mais elle existe, elle est là. Et on trouve d'ailleurs dans les écrits des résistants, on trouve beaucoup de choses. Antelme, par exemple, a écrit un des plus beaux bouquins sur l'expérience concentrationnaire et sur l'expérience de résistant, et Antelme, il parle de ça. Donc, ça colle pas. Ça veut dire que, oui, c'était ouvert aussi à la mémoire juive. Oui, c'était aussi ouvert à la mémoire des STO, du service de travail obligatoire. Bien entendu qu'on en parlait. Et là, toutes les composantes, y compris d'ailleurs les Vichysois, vont être présents dans cette séquence-là. Ils vont être présents, évidemment, ils ne vont pas se présenter comme défenseurs de la Révolution nationale, du régime de Vichy comme étant collaborateurs. C'est pas du tout ça. Ils disent, nous sommes aussi des résistants. Et ils s'appuient sur le dernier discours que n'a pas pu prononcer Pétain, et que j'avais trouvé dans les archives, et où il disait, en août 1944, exactement tout le discours qui sera tenu par les vichistes après-guerre,
C'est-à-dire, je tenais le bouclier pour protéger les Français contre l'occupant allemand, pendant que De Gaulle tenait le glaive pour mener le combat, et donc nous étions complémentaires. Et ça, ce discours-là de défense de Vichy, c'est de dire aussi, finalement, nous sommes dans le bon, du bon côté. Nous sommes aussi une composante de la résistance. Eh bien, cette mémoire aussi a pu s'exprimer. Et elle était présente. Et fortement présente. Donc, vous avez tout ça pour dire que, vraiment, dans la deuxième moitié des années 50, oui, bien sûr, mémoire résistante dominante, et c'est normal, puisqu'on est dans la reconstruction, et qu'on reconstruit, évidemment, avec des héros. Mais les autres mémoires étaient aussi accueillies. Deuxième temps, les années 50, jusqu'en 58. Pourquoi ça s'écroule, ce que je vous ai dit avant? Pourquoi on change de régime mémoriel? Pourquoi il y a une nouvelle configuration mémorielle? Oui. Mais parce qu'on entre dans la guerre froide, peut-être, éventuellement? Alors, il y a la guerre froide. Oui, et il y a autre chose. L'agenda, c'est quoi, dans les années 50? Guerre froide et... Ah oui, vas-y. Il y a peut-être certains pays qui prennent leur indépendance vis-à-vis par rapport aux colonies. Alors, c'est les guerres coloniales. Donc, ça veut dire que les années 50 sont marquées par l'agenda, c'est plus du tout la résistance. On n'est plus dedans. On est, et même plus dans la Deuxième Guerre mondiale. On est, alors qu'on est à proximité de la Deuxième Guerre mondiale, l'agenda, il est marqué par la guerre froide et par la guerre coloniale. Et le problème de la guerre froide, c'est qu'on se retrouve avec les anciens alliés, mais en face, comme ennemis, et réciproquement. De 41 à 45, c'était la grande guerre patriotique avec des alliances entre l'Angleterre, les États-Unis et l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. On se retrouve à partir de 47-48 dans une configuration totalement différente où l'ennemi, celui qui nous menace, nous, en Occident, c'est l'Union soviétique, l'ancien allié. Donc évidemment, ça change complètement la donne. Et de même que tous les esprits sont vraiment obnubilés par la présence de la présence des guerres coloniales, et donc le fait qu'il y a des jeunes qui vont se faire tuer en Algérie. D'abord en Indochine et ensuite en Algérie. Donc on est dans un tout autre contexte, où là, toutes les mémoires de la Deuxième Guerre mondiale s'effondrent. Alors attention, parce que les mémoires de la résistance, elles tombent de plus haut, donc elle sera toujours plus haut que, par exemple, la mémoire juive, qui va descendre aussi, mais qui démarrait plus bas. Mais comme il faut toujours nuancer, c'est toujours ça dans les représentations, dans l'analyse de la mémoire collective. C'est que vous avez le schéma général, et après, il faut nuancer. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur la mémoire juive? Oui, elle s'effondre. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait donner un signe qui va dans l'autre sens? Il y a un petit bouquin qui sort en 49 en France, dans sa traduction française. Le journal d'Anne Frank. Un petit succès quand même, hein? Et on est en plein dans les années 50 où normalement on ne parle pas du tout de la mémoire juive. Sans compter qu'il y a 2 prix Goncourt dans la période. Hein. Donc déjà, là, on a un problème. On ne pourra pas simplifier en disant on n'en parle pas du tout. Oui, on en parle peu, mais voilà. Les résistants. Alors les résistants étrangers, c'est encore pire, si je puis dire. Parce que qu'est-ce que vous avez en Union soviétique et dans les pays de l'Est? Vous avez des procès qui sont organisés. Des procès qui sont organisés contre qui? Eh bien souvent contre des responsables politiques, évidemment, responsables communistes,
qui était en Espagne dans les brigades internationales et qui ensuite était dans la résistance. Alors on pense à Arthur London. Si je vous dis Arthur London, vous me dites quoi? Arthur London, oui, j'entends bien, oui. Tu me dis Arthur London, si je te dis Arthur London, on est d'accord. Ça vous voyez pas? L'aveu. Ah, il faut que vous lisiez ça. Ou que vous voyez ça au cinéma, parce que il a écrit l'aveu pour raconter son histoire, parce que raconte la mécanique qui fait qu'il va avouer des choses, mais absurdes, hein, qu'il est un agent des services secrets, qu'il est anglais ou américain ou je ne sais quoi. Enfin bon, et il raconte toute la mécanique de l'aveu, la torture, pour la préparation de ce procès, autour du procès de Prague en 52. Et ça va donner un film assez exceptionnel de Costa Gavras qui s'appelle L'aveu, Simone Signoret et Yves Montand qui jouaient les époux London. Mais le problème, c'est que c'était l'un des principaux dirigeants de la résistance étrangère en France, communiste. C'était un des chefs de la MOI, la main-d'œuvre immigrée. Et évidemment, il disparaît de la mémoire communiste. Il ne peut pas rester dans la mémoire communiste en France, puisque il est dans un procès à Prague, organisé à l'initiative de Staline. Donc c'est pas possible. Et vous en avez comme ça toute une série qui vont disparaître. Donc c'est encore pire, si je puis dire, pour les résistants étrangers, dont une partie est victime de ces procès, parce que non seulement ils sont dans la guerre froide, repoussés, évacués par évidemment par le gouvernement français, aux manettes, au point d'ailleurs qu'il y a eu une expulsion massive en 1950 de communistes espagnols, et pas que les communistes espagnols, c'est ce qu'on appelle l'opération Paprika. Bon, donc, ils sont vraiment réprimés par le gouvernement et la police, mais ils sont aussi oubliés, pour certains, par le Parti communiste. Alors même qu'ils auraient dû en faire des héros. Mais comme ces héros en question sont aussi dans les procès organisés par Staline, on ne peut pas le retenir. Donc, en théorie, là, c'est encore pire. Sauf que vous avez Manouchian. Sauf qu'au même moment où on ne parle pas de la résistance ou peu, et encore moins de la résistance des étrangers, vous avez la rencontre d'un poète avec des poètes, c'est-à-dire vous avez Manouchian, qui était, qui a écrit une dernière lettre magnifique à Méliné. Cette lettre, Méliné va l'envoyer à Aragon. Aragon, en 55, fait un poème qui va sortir dans l'UMA, d'ailleurs. Première page, qu'il appellera Strophe pour se souvenir, mais le premier nom qu'il donne, c'est Groupe Manouchian, parce que c'est à l'occasion de l'inauguration d'une rue du groupe Manouchian que demandaient depuis des années des responsables résistants communistes. Et donc on a, malgré tout, un hommage qui est rendu, et avec un poète, qui est l'un des plus grands poètes français. Et 4 ans plus tard, vous avez Léo Ferré, qui va mettre le poème en musique, et ça va donner l'affiche rouge. Et vous avez, à partir de là, des dizaines de dizaines de chanteurs qui vont reprendre l'affiche rouge jusqu'à Feu Chatterton, le 21 février dernier, au Panthéon, dans une interprétation absolument extraordinaire. Soyez dit en passant, parce que moi j'étais plutôt un peu réservé par rapport à l'interprétation de Ferré, qui pour moi était vraiment plus fort. Mais là, de l'entendre, bon, moi j'étais intérieur, mais après on l'entendait, et puis après je l'ai pu le revoir vraiment plein pot en regardant la télé. Il a été sublimé par l'événement. Il donne une interprétation extraordinaire. Bon. Si vous ne l'avez pas entendu, allez-y, hein, parce que c'est très très fort. Et tout le monde l'a retenu. Hein, comme c'est sans doute
le moment qu'on retient le plus de toutes ces commémorations. Et donc, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, vous avez un groupe, plutôt évidemment avec public de jeunes, qui reprend l'affiche rouge. Et j'en ai discuté avec lui, avec De Gaulle, il me dit qu'à chaque fois qu'il le passe enfin qu'il le faisait en tournée, il y avait un silence, parce que ça dure 7 minutes, hein, mais ouf, très imposant. Donc oui, ça impacte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, la résistance, c'est une mémoire. Dans les années 50, c'est marqué par un effondrement global de toutes les mémoires, y compris la mémoire de la résistance, y compris la mémoire juive, y compris toutes, sauf qu'émerge, voilà, ce qui va contredire un petit peu ce schéma global. Eh bien, on a l'exemple du journal d'Anne Frank, et puis on a l'exemple de Manouchian. Parce que Manouchian va rentrer dans la mémoire collective dès ce moment-là. Bon, il va attendre un peu avant d'être panthéonisé, on est bien d'accord, mais il est rentré dans la mémoire collective à ce moment-là. Donc ça, c'est les années 50. Deuxième régime mémoriel. Troisième régime mémoriel, les années 60. À partir de 58. Pourquoi? Ben, réveillez-vous, là! Oui! Les procès avec les procès de Nuremberg, le procès Eichmann en 62. À 61, l'autre Nuremberg, c'était 46-47. Hein. Mais oui, mais c'est 61. Non, c'est avant, en France. Et c'est la Ve République. Et donc? Et donc, c'est De Gaulle. Et donc? Et donc, c'est la figure du résistant de nouveau, non? Eh ben. Et donc, on est en 58, jusque-là, tout va bien. Donc, 58, De Gaulle reprend, revient au pouvoir, hein, il était jusqu'en 46, jusqu'en janvier 46, il revient au pouvoir en 58. Quelle est la légitimité de De Gaulle? C'est l'appel du 18 juin. Donc, l'appel à la résistance. Et donc, il va... et ça tombait très bien, parce que clairement, la population était en attente de ça. Il va venir, la guerre d'Algérie, il tire un trait dessus en 2-3 ans, et en même temps, il offre une centralité de la figure du résistant dans le nouveau régime mémoriel. Donc on rentre dans une période qui va de 58 à 68-69, où, encore une fois, mais là de façon encore plus nette, c'est la figure du résistant qui s'impose comme la figure structurante du régime mémoriel. Est-ce que c'est clair? Et ça va participer effectivement à tout le projet politique de la Ve République autour de l'indépendance nationale, y compris dans le dialogue qu'il a eu avec Khrouchtchev et la reconnaissance de la Chine populaire, la fermeture des bases de l'OTAN, donc rapport compliqué avec les États-Unis. Bon, tout ça est cohérent par rapport à vraiment la centralité nouvelle de cette figure du résistant entre 58 et 69. Ce qui veut dire qu'en gros, quand on vous dit le régime mémoriel autour de la figure structurante du résistant, oui, entre 58 et 69. C'est pour nuancer. Donc, pourquoi 69? Parce que 69, c'est De Gaulle, après les événements 68, en fait, c'est 68-70. Vous avez, il est battu à un référendum, donc il se retire du pouvoir et il va mourir en 70. Et là, on a à nouveau un basculement, un changement de régime mémoriel. Mais le nouveau régime mémoriel qui s'instaure dans les années 70, c'est pas autour de la figure de la victime juive. Parce que on confond les moteurs qui vont déboucher, ceux qui sont les vecteurs d'une mémoire collective en train de se construire, avec la réalité de cette mémoire collective. C'est-à-dire que dans cette période-là, vous voyez émerger Serge Klarsfeld, qui est à la fois un historien, un militant de la mémoire, et un avocat d'ailleurs, et qui va se mobiliser autour de cette mémoire
juive. Mémoire de la victime juive. Et vous avez les travaux de Robert Paxton et de quelques autres autour du régime de Vichy et autour du sort des Juifs, puisque en 81, il écrit avec Michael Marus un bouquin qui s'appelle Vichy et les Juifs. Bon. Et là, en gros, on participe un peu de tout ça, parce qu'on rentre dans une génération où j'émerge dans les années 80. Mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez qu'entre 70, je dirais 69-70 et 85, pas avant, le régime mémoriel qui s'impose, donc on en est au 4e, hein, c'est bien ça? Oui. Oui. Donc on est au 4e régime mémoriel. Ce régime mémoriel, il est fondé sur quoi? Sur la France veule, la France collabo, la France qui a peur, ou la France qui accepte la collaboration et qui accepte l'occupation. Et donc, le chagrin et la pitié, chantons sous l'occupation, Français si vous saviez, encore plus explicite. C'est une série de documentaires comme ça, ou de bouquins qui entretiennent cette idée que la France était veule, en gros, lâche, voire collabo. Alors vous voyez que là, encore une fois, on est dans des représentations collectives dominantes. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà ce que c'était la France. Je vous explique comment, à cette période-là, on avait une représentation de la France sous l'occupation dans la société française. C'est ça l'analyse de la mémoire, l'étude de la mémoire. Et donc, dans cette période-là, effectivement, qu'est-ce qui apparaît en premier lieu comme figure structurante de la mémoire collective? C'est le français lâche. Bon. Le français qui a peur et qui ne fait rien, voire qui collabore. C'est Vichy. Pas le Vichy spécialement qui participe à la cogestion, enfin qui cogère la mise en œuvre de la solution finale. Hein. C'est le Vichy qui collabore avec les Allemands, globalement surtout. C'est le Vichy de la Révolution nationale, et donc Vichy apparaît comme une figure négative, mais structurante de la mémoire collective. Ce qui veut dire, retenez bien ça aussi, qu'il n'y a pas que des figures positives qui sont structurantes de la mémoire collective. C'est bon? Donc, ça c'est la 4e période. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a ça que d'autres choses ne vont pas apparaître, ou plutôt il y a d'autres choses qui vont dans le même sens, alors même qu'elles représentent une autre image. Manouchian, les étrangers dans la résistance. Vous avez plein de bouquins qui sortent à ce moment-là, sur ce sujet-là. Mais, dans la représentation collective, c'est cohérent. Ça conforte en quelque sorte l'image qu'on a du français. Regardez, les Français n'étaient pas bien brillants pendant la guerre. Heureusement qu'il y avait les étrangers, qui eux étaient les résistants. Et donc, loin d'entraîner la figure de la résistance vers le bas, oui, globalement, mais la figure du résistant étranger, elle était valorisée. Et on voit réémerger, encore une fois, ça évolue comme ça, la figure de Manouchian, la figure des combattants de la Fiche Rouge, et puis il y a des bouquins sur les Allemands, les Autrichiens dans la résistance. Enfin, il y a toute une série et des documentaires, de choses qui montrent que, oui, globalement, la dominante, c'est la figure du français veule, mais on voit malgré tout, effet secondaire, et lié à ça, on voit émerger encore à nouveau la figure du résistant étranger. La figure, je vous l'ai dit, de la victime juive va émerger en 1985 à peu près, autour du procès Barbie. Et ça va être un nouveau régime mémoriel, mais vraiment centré sur la figure de la victime juive de 85 jusqu'au 2008-2010, la fin de Sarkozy. Et alors, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez le processus, c'est quels sont les vecteurs de la mémoire collective. Alors, je vous le dis maintenant,
ça m'évitera, enfin je le répéterai peut-être après, mais comme ça je ne l'oublierai pas. En 58, qu'est-ce qui va initier la période centrée autour de la figure du résistant? Ça vient d'où? Ça vient de la base? Ça vient du haut? Ça vient d'où? Qui est moteur en 58? Bah, du coup, ça vient du haut, si c'est De Gaulle. Voilà. 58, c'est De Gaulle. Ça converge avec ce qu'attendait en fait la population, mais ça tombe du haut, c'est du top-down. Là, on est dans du bottom-up. Je vous ai dit que depuis début des années 70, Klarsfeld, puis Paxton, et puis une série d'autres ont poussé. Donc la société civile va vraiment pousser à mettre en avant cette figure de la victime juive, qui avait été largement évacuée, même si, encore une fois, elle n'avait pas disparu. Et puis, arrive 1985, où là, elle va être structurante, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la mémoire collective comme figure structurante de cette mémoire collective, dans cette phase-là. D'accord? Et qu'est-ce que fait l'État? Elle est où la parole de l'État? Puisque on a comparé avec De Gaulle. Quel est le moment, le discours qui va marquer un tournant? Alors les filles, non, parce que les mecs ils parlent tout le temps là. C'est celui de Jacques Chirac de 7 juillet 80. Ouais, à l'occasion des commémorations de la rafle. C'est le discours de 95. Mais voyez, il va avoir vraiment un impact énorme. Mais on a commencé par la société civile, on a continué par la société française dans son ensemble, et c'est après, en 95, 10 ans plus tard, qu'on est allé, que c'est au plus haut sommet de l'État, qu'on a pris en charge le discours, et aussi parce qu'il y avait un changement générationnel. Mitterrand et De Gaulle avaient tenu à peu près le même discours en disant que la première victime de l'État de Vichy, c'était la République, et donc on n'a pas à dire que la France est coupable, alors que avec ceux qui naissent après, comme Chirac, comme Jospin, qui est au pouvoir comme Premier ministre à partir de 97, on a un changement générationnel où ils disent « Ah non, là, il faut reconnaître que la France est responsable. » Alors il y avait aussi une France à Londres, mais la France, elle était aussi à Vichy. Et ça, c'est le cœur du discours de Chirac, et qui marque effectivement un tournant, mais vous voyez bien que ça embraye sur un mécanisme qui était déjà à l'œuvre. Et c'est 10 ans après l'entrée dans la mémoire collective comme figure structurante. Donc ça, c'est assez intéressant pour comparer les deux, 58 et donc 85. Donc ça, c'est cette dominante-là. À partir de, je dis la fin de Sarkozy, parce qu'il a essayé quelque chose, mais ça n'a pas bien marché, mais surtout à partir entre les quinquennats François Hollande et les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, là on rentre dans une période de convergence mémorielle qui illustre parfaitement la dernière panthéonisation. Je vous renvoie au discours de Macron au Panthéon, où il dit à la fin, bon, enfin cette famille est rassemblée. Elle est reconnue, avec l'entrée de ces résistants étrangers et de ces résistants communistes au Panthéon. Et cette période de convergence mémorielle, qui est très marquée par, déjà par le double geste de François Hollande quand il arrive, quand il devient président de la République, en 2012, c'est à la fois celui qui va prononcer le discours d'inauguration du mémorial de Drancy, donc le camp de transit pour les Juifs voués à l'extermination. Et deuxièmement, c'est celui qui fait rentrer 4 résistants, en oubliant étrangers et communistes. Bon. Mais les échanges ont été un peu compliqués à l'époque sur le sujet, en 2015.
soit dit en passant, on voit bien que la panthéonisation, c'est une symbolique. Et que quand ça doit s'incarner dans une personne. Parce que si je vous dis qui vient d'être panthéonisé, je pense qu'en gros, vous allez pouvoir me dire qui. Et je pense que les Français, en général, disent « Ah oui, Manouchian ». Si je vous dis quels sont les 4 qui ont été panthéonisés en 2015, hein? Vous aurez du mal là, hein? Alors? Hein, c'est compliqué, hein? Ben voilà, c'est une illustration de ce que doit être une panthéonisation réussie. Ça doit être incarné. Même si, à travers la personne, c'est bien d'autres personnes qui, symboliquement, rentrent au Panthéon. Et c'est pourquoi il était essentiel qu'il y ait une personne qui rentre au Panthéon. Et en même temps, qu'à côté, on ait les figures de ces 23 camarades de résistance. Et on le voit encore actuellement au Panthéon, enfin, ces grandes Azibao là, qui sont absolument magnifiques là, et qui rendent compte de cette diversité du groupe avec diversité aussi de ses composantes. Mais c'est incarné autour d'un nom. Eh bien, il va falloir que vous reteniez que Geneviève Antonios de Gaulle, que Germaine Tillon, que Jean Zay et que Pierre Brossolette ont été panthéonisés en 2015. Et vous ne le saviez pas. Donc il a foiré. Tu le savais, toi? Ah ben bravo! Ah ben bravo! Ah ben oui, mais ils ne sont pas là. Ah mais c'est le moment où il dormait, arrête. Non, mais évidemment. T'en as parlé au moment où il dormait. Bon, alors non, mais je vous dis ça parce que c'est très symptomatique, vous voyez. C'est pas pour vous piéger du tout, évidemment, vous l'avez compris, mais pour vous donner une idée de ce que signifie la panthéonisation. Donc on est dans une période de convergence mémorielle et qui est de plus en plus présente. Alors vous voyez, si on fait le bilan, mémoire collective, représentation sélective du passé qui participe à la représentation identitaire, la société ou d'un segment de société. Deuxièmement, les conditions de la mise en récit mémoriel. Ça veut dire qu'il est possible que dans 2 ans, dans 5 ans, il y ait une nouvelle configuration et que des choses dont je vous dis qu'elles ont disparu de la mémoire collective ou qu'elles n'y étaient jamais, émergent et apparaissent. La mémoire est dans l'histoire. Et troisièmement, les régimes mémoriels. Donc, pour vous dire que la mémoire évolue avec le temps, la mémoire collective d'ailleurs, comme les mémoires individuelles, on pourra en parler, et que cette mémoire collective, eh bien, elle suit des séquences, et que ces séquences sont structurées par des personnages, par des figures qui sont différentes suivant les moments, et qu'on parle de régime mémoriel à partir du moment, bien sûr, où il y a une configuration stable pendant un certain nombre d'années autour de figures dominantes. Figure dominante, ça veut dire que, et je vais terminer là-dessus, il est quelle heure là? Ouais, il vaut mieux que je termine là-dessus. Hein. Je vais terminer sur un point, c'est que vous avez bien vu, parce que je suis un homme tout en nuances, vous l'avez compris. Non, tu rigoles pas, toi. Donc, vous avez remarqué que je vous disais à chaque fois, attention, ça c'est la figure dominante, mais en même temps, ça ne veut pas dire que les autres ont disparu. Donc, plutôt que de répéter ce qu'on dit régulièrement, ah oui, là il y a une occultation complète de la mémoire de telle, mémoire juive, mémoire communiste, je ne sais pas quoi, au lieu de répéter ça tout le temps, hein, généralement on le répète d'autant plus quand ça envahit tout l'espace. C'est le après coup. Au lieu de répéter ça, je préfère qu'on parle de mémoire faible et de mémoire forte. Parce que, peu ou prou, elles sont à peu près toutes présentes. Et à certains moments, simplement, il y en a une qui est vraiment mémoire très forte. 58, 70, évidemment, il y a une représentation collective du passé qui est structurée autour de la figure du résistant. En plus, il y a une belle convergence, puisqu'il y a
De Gaulle, et vous avez le principal parti d'opposition qui est le Parti communiste, qui était entre 20 et 25% des voix. Et le Parti communiste a tout intérêt aussi à mettre au centre la figure de la résistance, bien entendu. Et donc là, oui, c'est la dominante, mais en même temps, vous allez avoir des films à grand succès sur Le vieil homme et l'enfant, sur le sauvetage juif. Hein. Vous avez Les guichets du Louvre, vous avez... Enfin, bon, voilà, des choses qui émergent dans la même période, qui montrent bien que c'est une mémoire faible, mais elle est là. Et ainsi de suite. Donc, je vous conseille de bien définir, enfin, bien utiliser effectivement cette idée de régime mémoriel, tout en disant, attention, il faudra nuancer. Et là, normalement, vous avez 24 sur 20. Et après, je vous parlerai de la mémoire collective du 13 novembre, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup, Denis, pour cet exposé qui leur résume, qui reprend tout ce qu'ils ont vu en spé. Effectivement, je pense que c'est très très important, c'est la nuance. Moi, je vous ai parlé, je vous ai dit effectivement qu'au lendemain de la libération, il y a la mémoire résistante qui domine. Mais je vous ai aussi dit que les autres mémoires ne sont pas pour autant absentes. Qu'aujourd'hui, on est assez vrai, enfin aujourd'hui, fin des années 90 et années 80, on avait une mémoire qui dominait, la mémoire de la victime juive, sans pour autant que les autres mémoires étaient absentes. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous reteniez dans votre discours. Effectivement, Tillon et Antonios de Gaulle, on en a réellement parlé quand même. Donc, mais pas en spé, je reconnais, en tronc commun. Je ne sais pas si tu en avais parlé, toi, en tronc commun, de Antonios de Gaulle et Tillon. Ça m'étonnerait, mais en plus, moi, ce que je veux donner comme exemple, c'est que cette affaire, ça illustre ce que peut être ou ce que doit être une panthéonisation, tout simplement. Il y aurait eu Pierre Brossolette tout seul, alors là, je peux vous dire que tout le monde s'en souviendrait. Or, ça a été l'objet d'un vrai débat, d'une vraie offensive pour qu'il y ait dans les 4 Pierre Brossolette, parce qu'il ne s'entendait pas très bien avec Jean Moulin, c'est le moins qu'on puisse dire, et que Jean Moulin, on ne parle que de Jean Moulin, depuis la panthéonisation de 64. Parce que, écoutez, Malraux, 19 décembre 64, la panthéonisation de Jean Moulin. C'est extraordinaire. Et c'est un exemple que je prends souvent, c'est que lui, il est panthéonisé alors qu'il est inconnu. C'est le plus grand résistant après De Gaulle. C'est vraiment l'interface entre Londres et la résistance intérieure, comme vous le savez. Et Jean Moulin, pour vous, ça semble évident. Mais sauf qu'en 64, quand il est panthéonisé, il est inconnu de la mémoire collective. C'est un inconnu de la mémoire collective qui est panthéonisé. Mais le résultat, c'est qu'après le discours du 19 décembre de Malraux, et puis vous verrez les images, parce qu'on se pelait le 19 décembre. J'y étais pas, mais quand on voit les images, et tous les ministres qui sont obligés d'être debout pour écouter Malraux parler pendant 45 minutes, mais c'était extraordinaire. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir du moment où il est panthéonisé, mais là, ça va être... il rentre dans les mémoires collectives, mais comme par effraction, d'une certaine façon, grâce à cette panthéonisation. Et à partir de là, vous avez eu des rues Jean Moulin, des collèges Jean Moulin, des places Jean Moulin, des médiathèques Jean Moulin, partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je disais ce matin, ça doit être le 4e ou le 5e nom le plus cité dans les lieux publics. Et je pense que l'une des conséquences de la panthéonisation de Manouchian, c'est qu'on va voir, effectivement, et déjà on le voit, puisque j'ai plein d'échos qui me reviennent d'initiatives de collectivités territoriales, de villes ou de régions pour les lycées, qui donnent des noms, le nom de Manouchian. Et donc on voit bien, et puis la différence entre les deux, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que vous en avez un qui n'était pas dans la mémoire collective et qui va le devenir parce qu'il est panthéonisé, et l'autre qui était dans la mémoire collective et qui va attendre quelques années avant d'être panthéonisé, mais pour diverses raisons politiques.
Bien, on va passer aux phases des questions. On va faire ça en 3 temps. On va demander aux collègues et établissements qui sont connectés. On aura ensuite vous également. Et puis après, quand on aura déconnecté, vous pourrez encore poser des questions plus en off si vous le souhaitez. On va en profiter. Donc, est-ce que les établissements, les collègues ont des questions à poser, qui sont connectés? Ouvre le chat peut-être, non? On ne sait jamais. Oui, c'est parfait. Non, ça j'ai bien compris, ça c'est bien. Ah non, c'est pour le niveau sonore, merde. Ah, je croyais que c'était pour moi. Bon. Si les collègues veulent voilà, poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. Mais sinon... Bah sinon, à vous, hein. Allez-y. C'est à vous. D'ordinaire, vous n'êtes pas très timide, un petit peu impertinent. Si. Donc maintenant, c'est à vous. Allez, vas-y. Chaque fois, les petits micros devant vos bouches pour pouvoir qu'on puisse bien avoir ça en captation. Un petit problème technique. 1, 2, non. Oui, sinon, hop. Donc, pour commencer en douceur, quels sont les critères qui font qu'on peut panthéoniser quelqu'un et les raisons pour lesquelles on va avoir plus de mal, comme pour Missak Manouchian et Méliné, sachant qu'ils étaient déjà dans la mémoire collective depuis longtemps? Ça, c'est souvent lié à des enjeux politiques, idéologiques, même si personne ne va contester, et encore maintenant il y en a quelques-uns, à la marge, la valeur de la résistance de Manouchian. Il y aura des conflits politiques parce que c'est un résistant, parce que c'est un étranger, à le voir rentrer au Panthéon. La panthéonisation, c'est la décision d'un président de la République. Toujours. Depuis la début de la Ve République, c'est lui qui décide des panthéonisations. Avec une nuance, c'est prendre en compte le rôle, l'impact de, on va dire, pour parler poliment, de segments de la société française et surtout de l'appareil d'État qui peuvent freiner des cas de fer. Et je pense en particulier à ce qui s'est passé, sans doute, du côté de l'armée. Je pense qu'il y avait de grosses réticences du côté de l'armée en général de voir reconnues des figures de ce qui n'était pas une armée régulière, et en plus de voir mis en avant la figure d'un résistant étranger, et en plus qui menait la lutte armée. Ça fait beaucoup. Alors, moi, je peux témoigner d'une chose, c'est que quand, avec le petit groupe représentant le comité de soutien Manouchian, on est allé à l'Élysée, on a été reçus, donc en 2022, en mars 2022, on a été reçus par le conseiller mémoire et le chef d'état-major particulier adjoint du président de la République. Aucun problème. Et le chef d'état-major adjoint était mais entièrement d'accord. Donc on voit bien que ça a bougé. Mais il a fallu du temps. Et le meilleur exemple, pour ne pas revenir, mais sur la question des morts pour la France. Ça valait mieux être français qu'étranger pour être reconnu mort pour la France. Ça sonne. Attendez, on va y arriver. Il n'y a pas que. Enfin, il y a aussi, par exemple, Annette Vifiorca qui avait parlé d'un sentiment de malaise après la panthéonisation de ce couple de résistants, justement, en disant que cette panthéonisation mettait en avant la légende au lieu de l'histoire des fusillés du 21 février de 1944. Et quel est votre avis sur la question? À mon avis, c'est bien que les gens, les collègues laissent un peu de côté l'idéologie et travaillent un peu plus.
Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième, c'est qu'elle était parfaitement au courant, puisqu'on a fait une émission ensemble chez Alain Finkielkraut en septembre. Elle savait parfaitement que non seulement il n'y avait pas Missac et Méliné qui étaient panthéonisés, c'était Missac accompagné de Méliné. Parce que la famille, en l'occurrence Katia Guiragossian, qui est la petite nièce, avait demandé à ce que, parce que c'était un couple fusionnel, parce qu'elle était aussi dans la résistance, mais qu'elle l'accompagne. Elle n'est pas panthéonisée. Elle l'accompagne, lui qui est panthéonisé. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait, parce que si les Français avaient fait autant qu'elle, tous, dans la résistance, je serais plutôt content. C'est pas exactement ça. Bon. Mais son apport et son rôle n'a rien à voir avec ce qu'a pu apporter Manouchian ou ce qu'a pu apporter, par exemple, Golda Banchik, qui a été exécutée aussi à la suite du procès dit de la Fiche Rouge, ou bien le rôle d'Irma Miko ou de Christina Boïko, extraordinaire, qui heureusement ont survécu à la guerre. Mais je veux dire, ce n'est pas un problème homme-femme. Simone Veil est rentrée au Panthéon accompagnée d'Antoine. Donc ça marche dans les deux sens. C'est une façon d'obtenir que les familles acceptent que les corps soient déplacés et que ça ne soit pas un simple cénotaphe. C'est-à-dire qu'il reste enterré là où il est et on vient avec simplement le cercueil vide. Et c'est vrai que c'est une bonne solution. Bon. Donc, ça, elle le savait. Elle savait aussi qu'il y avait une plaque qui était prévue où les noms qui allaient être inscrits. Je lui ai dit. Et que ça, c'était décidé, non pas parce qu'il y avait la loi sur l'immigration, non pas parce qu'ils avaient sorti une pétition ou une lettre dans Le Monde fin novembre 2023. Je lui ai dit qu'on était à l'Élysée le 30 mars 2022, la première réception officielle par les conseillers. Mais il y a bien sûr eu avant quelques petits échanges qui allaient dans le même sens. Qu'est-ce qu'on a conclu? Eh bien d'abord que Méliné accompagnerait, puisque c'était la demande de Katia, il n'y a eu aucun problème, et que bien entendu seraient honorés aussi les 22 autres. Et moi après j'ai fait rajouter Epstein. Ça c'est une histoire aussi intéressante pour Epstein, mais sinon ils étaient prévus. Donc faut arrêter de me raconter des bobards. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, et vraiment le plus marrant, arrive la séquence des 22 pardon, parce que les 22 c'est avec les familles, des 20 et 21 février dernier. Le 20 février, cette commémoration extraordinaire au Mont Valérien, je peux vous dire que, bon, il s'avère que moi je me trouvais dans la clairière, là où il y a où étaient fusillés ceux du Mont Valérien, voir arriver dans la nuit avec le chœur de l'armée française qui chante le chant des partisans, voir descendre le cercueil de Manouchian, c'est lourd, hein. Bon. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à la sortie, je posais la question à Jean-Baptiste Romain qui est en charge du site, je lui dis mais je n'ai pas entendu la Fiche Rouge. Et il me dit en souriant, il me dit mais attends, c'est là qu'on va le faire. Pourquoi c'est là qu'on va le faire? Autre idée de convergence mémorielle qui participe de la révolution mémorielle du 18 juin 2023. C'est la première fois qu'un président de la République descend à la Clairière. Donc convergence mémorielle entre ceux de la Clairière et ceux de l'Esplanade, la France combattante, la France gaulienne, enfin réunifiée. Et là, on se retrouve avec le cercueil, la veillée devant le cercueil et le chœur de l'armée française qui chante la Fiche Rouge. Ça, c'était pas mal aussi. Hein. Puis après, de voir rentrer le cercueil qui va rester toute la nuit avec ceux qui se trouvent dans la crypte, ceux de la France combattante, où il n'y a pas un seul des fusillés. Et bien là, voilà ce que ça voulait dire. Et arrive évidemment la panthéonisation qui a été vue par tout le monde comme une réussite absolue.
Après, on peut être contre, pour, je m'en fous de la politique, c'est pas ça qui était en question. Ça a été reconnu ces 2 jours vraiment comme un moment assez exceptionnel. Donc le lendemain, le 22 matin, émission France Culture. Alors il a dû oublier mon numéro de téléphone, Xavier Mauduit, donc j'y suis pas. Mais en revanche, il y a Annette Viverka, et Annette, elle intervient et elle dit ah, c'était magnifique, hein. Vraiment une grande réussite. Hein. Mais vous voyez, hein, grâce à nous, eh ben, on a rendu hommage au 23. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Non mais honnêtement, c'est pas mal. Hein. Non, ce qui m'a vraiment posé problème, il y a eu plusieurs choses qui m'ont posé problème dans l'émission avec Alain Finkielkraut, mais quand à la fin de l'émission, alors lui, Alain, il a très bien conclu en disant, bon, j'ai compris, c'est très clair, Manouchian rentre au Panthéon, avec lui, c'est les 23, et au-delà, c'est tous les étrangers résistants. Ok. Mais elle, avant, elle avait dit, moi, ce qui me pose problème là-dedans, c'est qu'il y a quand même une dimension communautariste. Parce qu'on fait rentrer des Arméniens, alors qu'il y a eu quand même beaucoup de Juifs. Donc, si c'est un Arménien, c'est communautariste. Si on met en avant un Juif ou une Juive, là, c'est pas communautariste. Alors que tout le cœur, et on le voit encore dans les commémorations du 20-21, le cœur même de la commémoration, c'était un message universaliste. Et que derrière la panthéonisation de Manouchian et la mise à l'honneur des autres, parce qu'ils ont un statut supérieur, entre guillemets, à celui des étrangers dans la résistance qui sont honorés à travers Manouchian. Eux, ils ont leur nom qui est gravé. Et qui est avec date et lieu de naissance, enfin date de naissance et évidemment l'exécution en 1944, et puis derrière la présentation d'une petite bio pour chacun. Tout ça devant le caveau 13. Vous le verrez. Enfin, je ne sais pas, non, ils ne vont pas le voir forcément. Ben, allez-y quand même. Parce qu'il y a une superbe expo, je ne sais plus quel commissaire de l'expo. Mais il est bon, hein. Enfin, oui. Ah, un truc comme ça, oui. Donc, il y a une très belle, parce qu'on a en plus les carnets, 3 carnets de Manouchian, qui sont là, qui nous ont permis de découvrir par hasard qu'il s'était vieilli de 3 ans quand il est venu en France pour pouvoir boulonner. Bon, mais en dehors de ça, on voit très bien que pour Manouchian comme pour ses camarades, ils partagent 2 matrices. La matrice communiste, universaliste, internationaliste, bon, et la matrice française, attachement à la France. Ils sont étrangers pour la plupart, hein, sauf 2 Français et puis 2 naturalisés, mais sinon c'est attachement à la France des droits de l'homme, évidemment, pas la France de Pétain, la France de la Révolution française, la France des Lumières. Et ça c'est au cœur même de la commémoration. Sachant que chacun vient avec aussi, bon, bah, les Juifs parce qu'ils sont dans les persécutions, les Manouchian parce qu'il a subi le génocide, puisqu'il est orphelin du génocide, l'Espagnol parce qu'il y a la guerre d'Espagne, Celestino Alfonso, les Italiens parce qu'il y a 1922 la marche sur Rome. Bon, tout ça se rajoute, mais ils ont cette double matrice qui les unifie, ce qui fait qu'il n'y a eu aucun problème quand ils ont eu à combattre. Et ce message universaliste, il est au cœur du message de la panthéonisation. C'est pour ça que ce n'était pas le moment de régler ses comptes. Voilà. Puis quand on règle ses comptes, on travaille. On ne fait pas un petit bouquin de 40 pages, 1250 signes, pour nous parler de la fiche rouge avec des erreurs à l'intérieur. Tu demanderas les erreurs qu'il y a à l'intérieur. Parfait. Alors, 2 remarques sur le chat. La première, c'était pour dire que c'était parfait, d'abord. Mais pas uniquement la technique, hein, le côté intellectuel, donc ton propos. Et une deuxième question qui t'est adressée, c'est Mme Lamijon qui l'a posée. Elle demande si tu peux faire un point sur la mémoire collective des attentats du 13 novembre. Il n'y a rien de plus facile ? Non, mais... On y va. On s'est adapté. Bon, alors, à ton niveau. Pour reprendre un peu cette histoire, il s'avère que depuis la fin 2015, juste après
juste après les attentats, donc du 13 novembre 2015, Stade de France, Terrasse et Bataclan. Comme je travaillais depuis quelques années sur les questions de mémoire individuelle, mémoire collective, depuis la fin des années 2000, que j'avais commencé à construire des recherches entre Paris et New York, avec en plus le mémorial de Caen et puis le futur musée, enfin le futur mémorial du 11 septembre. On a déjà commencé à travailler sur la mémoire avec une autre grille de lecture. Ma grille de lecture, c'était de dire, oui, d'accord, on peut travailler sur la mémoire collective, comme je vous l'ai fait là pendant 1 heure, mais en même temps, est-ce qu'on comprend pleinement la mémoire collective si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire? Et inversement, est-ce qu'on va comprendre pleinement les dynamiques cérébrales de la mémoire si on ne prend pas en compte la mémoire collective? Et pour prendre un seul exemple, quand vous interviewez, avant évidemment, parce que là il y en a tellement peu de survivants, mais des témoins de la Deuxième Guerre mondiale, si vous restez uniquement sur la mémoire collective, quelle grille vous allez utiliser vraiment pour comprendre un témoignage individuel? Il y a d'autres choses qui se passent. Il n'est pas qu'une seule réplique de la mémoire collective. Donc il faut savoir comment tout ça s'emboîte et interagit. Bon. Donc c'était un exemple de départ. Et de la même façon, j'ai fait un petit bouquin avec Boris Cyrulnik, que vous connaissez peut-être, qui est grand ponte de travail sur la résilience, un neuropsychiatre. Et bon, faut l'écouter en ligne parce qu'il a un humour extraordinaire. Et là, bon, ça démarre le dialogue sur. Il y a des travaux qui ont démarré là, enfin qui ont montré que dans le cerveau, bon, on va prendre l'expérience elle-même. Vous prenez une personne, vous lui mettez une casserole sur la tête, ça c'était le vocabulaire cyrulnik, non, vous le mettez en IRM si vous voulez, hein, en imagerie cérébrale. Vous lui dites qu'est-ce que vous avez fait dimanche dernier? Tac, tac, tac. Cortex préfrontal dorsomédian, ça c'est la porte d'entrée. Hein, c'est vraiment un tour de contrôle cognitif et à l'intérieur qui va vers les zones de la mémoire, les hippocampes en particulier. Et au bout de quelques temps, hop, la personne s'exprime et raconte ce qu'elle fait il y a 15 jours ou le dimanche d'avant, enfin peu importe. Et en même temps, grâce à l'imagerie cérébrale, on voit quelles sont les zones qui sont activées dans le cerveau. Un peu plus tard, on lui dit est-ce que vous pouvez me dire ce que vous comptez faire dans 15 jours? Ou dans 1 an, peu importe. Tac, 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 ça remonte. Et là, on suit de la même façon où ça se trouve. Quelles sont les zones du cerveau qui sont impactées? Et il dit, quand on compare, travaux de Schechter à Boston ou de Stache à Caen, quand on compare, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les zones de la mémoire dans le cerveau sont les mêmes que les zones de l'anticipation. C'est les mêmes zones qui sont activées. Il dit, qu'est-ce que l'historien fait avec ça? J'avais pas l'air emmerdé, moi, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette proximité dans l'anticipation, donc dans comment se projeter dans l'avenir, en même temps, le souvenir? Et comment, en plus, ça s'imbrique, le souvenir, de décennie en décennie. Il y a encore un neuro bien provocateur, un neuroscientifique américain, Joe Ledoux, lors d'une conférence, qui nous dit quand vous interrogez un témoin qui se souvient, par exemple, Deuxième Guerre mondiale, 60 ans avant, le point de départ de sa remémoration, quand vous l'interrogez, c'est pas l'événement lui-même, il y a 60 ans,
c'est la dernière remémoration. Il y a 2 ans, il y a 5 ans, peu importe. Donc je vais raconter ça à un copain qui est à la fois historien et mathématicien, mais ce n'était pas pour ça, mais il s'avère que mathématicien et informaticien, il me dit, mais c'est génial, c'est une géniale chaîne de Markov. Donc vous verrez, Wikipédia, comme j'ai fait moi tout de suite après, parce que j'ai fait oui, oui, mon chéri, et puis après je suis allé voir, j'ai compris à peu près ce que ça voulait dire. Mais c'est quand même, je pense que c'est pas tout à fait vrai, et ça doit nous interpeller. C'est-à-dire que quand on interroge un témoin, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et c'était un peu le point de départ de tout ce projet qu'on a eu avec Francis Eustache, mon collègue neuropsychologue, parce qu'on a démarré ce que je vous ai dit là, sur mémoire individuelle, mémoire collective, et puis dynamique cérébrale de la mémoire, et puis mémoire collective de la société. Ben, ça impliquait que je travaille, moi, historien, certes avec des sociologues, avec des philosophes, mais aussi avec des psychanalystes, avec des psychologues, avec des neuroscientifiques, et qu'on travaille ensemble sur un même objet de recherche. Alors on avait commencé, hein, bien sûr, puis arrive le 13 novembre. Et là, c'est un peu une réaction citoyenne. On va réagir avec nos armes, qui sont les armes de la recherche et de la connaissance. Parce qu'on leur doit ça, en quelque sorte. Alors ça, c'est le côté motivation citoyenne. Bon. Après, vous avez, à partir de là, la construction d'une démarche scientifique. Et ensemble, on discute de comment construire cet objet de recherche. Alors ça commence, moi j'étais au petit déjeuner, là, chez moi, j'ai dit « Ah, j'ai trouvé ». Il s'avère que ma femme est également responsable, secrétaire générale de tous mes programmes de recherche, donc elle m'a dit « Vraiment, tu veux vraiment faire ça ?» Et elle dit souvent, il avait l'air sérieux, donc j'ai compris qu'il fallait y aller. Donc, alors qu'on était déjà sur quelques petites choses à faire quand même, quelques programmes, je dis c'est simple, on va interroger 1000 personnes, du plus proche au plus lointain de l'événement, hein, donc ceux qui étaient directement impactés, les victimes, les témoins, les intervenants, policiers, politiques, médecins, pompiers, policiers, et les parents endeuillés. Bon. Et puis après, un deuxième cercle, les arrondissements impactés, mais eux-mêmes n'étaient pas dedans, même pas témoins. Mais c'est singulier, on a bien fait de les distinguer. Troisième cercle, cercle 3, le reste de la région parisienne. Et cercle 4, 3 villes de province. C'est ça le dispositif. J'ai dit on va interroger 1000 personnes à 4 reprises, 2016, 2018, 2021 et 2026. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des volontaires, hein, parce qu'on n'a pas de liste. Et qu'on arrive à faire ça, parce que c'était l'objectif, avant la première commémoration, parce qu'on savait bien que la première commémoration, donc du 13 novembre 2016, donc, ça serait un événement qui impacterait trop sur les témoignages pour que, scientifiquement, ça puisse être exploité de façon fiable. Donc on les a eus, les 1000, à peu près 931. Et on les a interviewés avec l'INA et le CPAD, donc tout est enregistré. 1431 heures. Hein. Et 1431 heures, en plus, où on vous dit, parce qu'on a eu très peur au début, on a ça, est-ce qu'ils vont venir? Il y a un collègue qui s'était lancé comme ça pour recueillir un certain nombre de témoignages, bon, et il était très heureux parce qu'il a donné 11 témoignages en mai. Et quand il annonce qu'il donne 11 témoignages en mai, recueillis depuis le 13 novembre, je me suis dit, bon Dieu, il en a 11, comment je vais faire, moi? C'était avant qu'on ait les retours pour savoir s'ils allaient venir ou pas, quoi. Donc là, c'était vraiment une inquiétude. Mais bon, il y a eu une énorme mobilisation. On pourra rentrer dans le détail si vous voulez, mais c'est pour dire que, voilà, on essaye
non seulement de les avoir, mais en plus que ça soit les mêmes au maximum, parce qu'il y a toujours des pertes bien sûr, les mêmes qui reviennent. Bon, dans les faits, il y a sur les 3 phases qu'on a déjà terminées, sur les 4, sur les 3 phases, donc 2016, 18 et 21, 22 à cause du Covid, ça a débordé, eh bien il y a à peu près à chaque fois 80% des gens qui reviennent. Ce qui nous disent les épidémiologistes est tout à fait exceptionnel. Bon, très bien, parce qu'effectivement, on va pouvoir penser qu'il y en a, j'avais compté 670 ou 680, qui sont venus les 3 fois. Donc on va pouvoir voir non seulement leur témoignage, mais l'évolution de leur témoignage. Bon, ça c'était le premier volet. Mais en même temps, je téléphone à Francis, je lui dis, bon écoute, là il faut y aller, c'est pas possible. Moi je propose ça. Ben, ça tombe bien parce que moi je veux travailler sur le trouble de stress post-traumatique, justement je voulais t'appeler là-dessus. C'est-à-dire sur cette pathologie de la mémoire qui est liée à un choc traumatique. Et quand le choc traumatique s'incruste, ça dure plus d'1 mois, ben ça devient ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique. En anglais, ils disent PTSD, prononcé à la française, ou PTSD, comme vous voulez. C'est Post-Traumatic Stress Disorder, et en français, c'est TSPT, mais généralement, on retient surtout le PTSD, donc le sigle en anglais. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Il a fait de son côté 2 phases. Bon, là, on est sur une phase un peu particulière. On est descendu au niveau de la molécule, donc c'est plus compliqué. Mais il y a des découvertes assez fondamentales là-dedans. Donc ça, c'était les deux volets principaux. Mais on avait besoin d'une chose. C'était la mémoire collective. Nos 1000, ou bien les 200 qui étaient choisis pour l'étude Remember, parmi les 1000, mais les 1000 ne sont évidemment pas représentatifs de la mémoire collective. On travaille sur le volontariat et en plus des segments particuliers. Je veux dire, bien entendu que ceux qui étaient au Bataclan ou sur les terrasses au Stade de France, enfin sortis, ne sont pas représentatifs de la société française, surtout les terrasses et Bataclan, quoi. Donc, on voulait savoir comment ça se passait pour savoir aussi, ben, au moment où on interrogeait les gens, comment ça se passait, la mémoire collective des Français. Ben, la mémoire collective, on a pu l'approcher grâce au CREDOC. Le CREDOC, c'est une structure qui est un peu comme un institut de sondage, mais au vol, qui, mais 3 fois par an, avant c'était 2 fois par an, maintenant 3 fois par an, font des études sur la société française, mais dans tous les domaines. Et c'est absolument passionnant, c'est en ligne, je vous conseille de voir ce qui est en ligne, parce qu'il y a des résultats extraordinaires, et ça dure depuis 1978 quand même. Et là, ils sont rentrés comme partenaires de notre affaire, et comme partenaires, ils nous ont, ils nous ont livré régulièrement des résultats de sondage. Et on voit une évolution, puisque, alors, je passe sur tous les autres volets. Il faut savoir qu'il y a un volet juridique sur les victimes, il y a un volet d'épidémiologiste de santé publique, avec Santé publique France, il y a un volet sur ce qui se passe dans le monde scolaire, il y a un rapport qui doit être remis par Sébastien Ledoux. On a encore un truc sur les... On a fait un colloque d'ailleurs à la fin de l'année dernière là, sur la représentation fiction, non-fiction de ces attentats de 2015. Donc ça, il y a toute une série d'autres volets qui sont dans... C'est quelque chose qui doit durer de 2016 à 2028. Hein, c'est quand même... C'est pas un petit programme. Et pour la mémoire collective, ce qui m'intéresse à travers les résultats du CREDOC, alors il y a plein de résultats à prendre en même temps. Je vais retenir 2 choses. La première, c'est le double mécanisme de condensation mémorielle. Condensation mémorielle, ça veut dire, c'est un peu ce que je vous ai dit, on ne se souvient pas de tout, représentation sélective du passé, chez les individus, c'est la même chose. Et donc en collectif, on retrouve la même chose. Et là, on traque le collectif à travers cet échantillon représentatif de la société française. Et le collectif, le résultat nous dit quoi? Nous dit double condensation mémorielle. Première question, quels sont les attentats qui vous ont le plus frappé depuis l'an 2000? Vous avez droit à 3 réponses.
vous apercevez que de plus en plus, le 13 novembre s'impose comme l'attentat de référence. Plus bas, à plus bas niveau, mais quand même de façon continue, ce qui montre que c'est bien une matrice du XXIe siècle, les attentats du 11 septembre. Parce qu'on dit, en France et à l'étranger, hein, il y en a très peu à l'étranger. Mais le 11 septembre, clairement, apparaît. Et puis, vous avez les attentats de janvier. On a quand même, en janvier, la plus grande manif qu'a connue la France de toute son histoire. Enfin, les plus grandes manifs. Dans toute la France, il y a eu des manifestations. Et l'intérêt, c'est là où on voit l'importance de la médiatisation et de la commémoration officielle, c'est que c'est sinusoïdal. À chaque fois qu'on interroge en juin, c'est assez bas. En janvier, piqûre de rappel. Parce qu'au moment où on leur parle, on les interroge sur les attentats qui les ont le plus marqués. En même temps, vous avez des commémorations, vous avez des articles de journaux, etc. Hop, un petit pic. Et puis ça redescend. Ainsi de suite. Puis un exemple qui est frappant, c'est les attentats de Nice. Ça démarre assez haut, pas très, mais assez haut quand même, et ça s'effondre après. Deuxième condensation mémorielle, quand vous posez la question, quels sont les lieux du 13 novembre? Eh bien, quand vous voyez l'évolution, au début, Bataclan très haut, ce qui n'est pas étonnant, et puis autour de 40-45%, vous avez, parce qu'on a droit à 3 réponses, pas à 3 d'ailleurs, là on a le droit à autant de réponses qu'on veut, 40-45%, on a le Stade de France et les terrasses. Ça c'est en 2016. Dès 2018, vous avez le Bataclan en haut, Paris, parce que c'est flou, j'avais oublié de le noter aussi en 2016, Paris, parce que c'est flou, donc au niveau, et effondrement des références au Stade de France et aux terrasses. Il se retrouve, on était à 40-45, il se retrouve à 17-19%. Donc, condensation mémorielle qui va se confirmer les années suivantes. Et ça, c'est important parce que, imaginez les conséquences pour les individus. C'est là où ça rejoint la dimension aussi pathologique de l'affaire. C'est que les personnes qui sont rescapées des terrasses ou du Stade de France, ou qui ont perdu leurs gosses, les jeunes, puisque c'est votre âge, ou un peu plus vieux, soit à Bataclan, soit aux terrasses, soit au Stade de France, mais essentiellement aux terrasses, parce que c'est là qu'ils sont morts, aux terrasses et au Bataclan, mais c'est la double peine. Parce que non seulement ils ont perdu leurs enfants, mais en plus, ils savent qu'ils ont été oubliés. Et c'est pour ça que la commémoration, la ritualisation a un rôle très important, aussi pour les individus. Donc ça, ayez bien ça en tête parce que je vais vous donner un contre-exemple, comme toujours. On arrive au moment du procès. Le procès qui va être un procès, mais extraordinaire. Il va durer 10 mois. Et là, on entend parler partout, parce que vous avez des journalistes qui vont couvrir l'affaire. Je les ai engueulés un petit peu, d'ailleurs, à un moment donné, parce que je connaissais, moi, ce que voulait dire d'interviewer en continu ou d'entendre les interviews un peu en continu, donc les dépôts à la barre. J'ai dit, n'imaginez pas y aller en continu. Hein, vous allez alterner. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on a interrogé, via le CREDOC, l'impact sur la société française en janvier 23. Donc à distance, déjà. 7 mois après la fin du procès, qui a duré 10 mois. Eh bien, en janvier 2023, ce qu'on repère, c'est que cette double condensation mémorielle que j'évoquais, la première, oui, elle s'amplifie, c'est-à-dire que
tous les événements, tous les attentats terroristes avaient diminué jusqu'en 2021, très sensiblement en 2020-2021, sans doute parce que on pensait à autre chose, parce qu'il y avait le Covid, parce que aussi c'était à distance. Et là, arrive le procès. Les autres attentats terroristes de référence restent à peu près à niveau avec une petite augmentation de 1 à 2 points. 13 novembre, plus 15 points. Donc ça, on se retrouve là avec l'impact d'un procès sur la mémoire collective, très clairement. Et pour clore ma courte réponse à cette question, en fait, ce qui est quand même très frappant, c'est qu'il y avait comme une sorte d'illustration de la justesse de la réflexion sur l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. Parce que, si on y réfléchit bien, qu'est-ce qui se passe dans le procès? Vous avez des journalistes qui vont interviewer des rescapés, des policiers, des médecins, enfin bon, pour construire leur reportage, qui vont écouter les témoins à la barre. Et donc, qui vont s'inspirer de témoignages individuels, on est d'accord. Et puis, à la barre, ils entendent, c'est toujours des témoignages individuels, et ils font un compte-rendu, la plupart étaient remarquables d'ailleurs, qui est, ils construisent en quelque sorte un récit qui est largement partagé, un récit collectif de journalistes. Même si chacun écrit de son côté, ils écrivent en gros la même chose. Et ce récit, ils vont le renvoyer à qui? À la France, puisqu'ils le racontent. Ils racontent cette histoire. Et donc, ça va entretenir quoi? La mémoire collective. Donc, vous avez une mémoire individuelle relayée par des journalistes qui, de par leur force médiatique, en font un grand récit collectif qui participe à la mémoire collective, d'où l'influence sur les résultats que je vous ai donnés du CREDOC en janvier dernier, enfin janvier 23. Donc ça veut dire, je ne sais pas si ça va durer, mais ça veut dire que, et oui, un témoignage individuel, des témoignages individuels vont nourrir une mémoire collective qui elle-même, de façon dégradée, plus ou moins dégradée, va se traduire aussi par des mémoires individuelles. Et c'est cette dialectique-là entre mémoire individuelle et mémoire collective qui est le cœur de notre défi. Ça va ? Justement, quelle est l'articulation entre ton travail mémoriel et le travail judiciaire? Parce que forcément, les personnes que tu as interviewées pouvaient également être appelées devant le juge pour donner leur témoignage. Il y a une articulation volontaire, ou bien c'est vraiment deux secteurs, deux sections totalement différentes et différenciées? Ça demandera une étude. C'est-à-dire, est-ce que je suis convaincu que le fait d'être venu chez nous en 2016, 2018, et de venir au moment, soit juste avant, soit juste après, mais souvent juste avant, être interviewé en 2021, il est évident que ça va impacter sur les témoignages qu'ils vont rendre devant la justice. Et inversement, le fait qu'ils écoutent ce qu'ils ont écouté des témoignages des autres pendant la procédure judiciaire va sûrement impacter sur leur témoignage d'après. Donc ça, il faudra prendre en compte tout ça, et c'est ça qui va être passionnant, parce que pour l'anecdote, pour voir aussi qu'est-ce que ça veut dire l'oubli dans la mémoire collective. On sort un premier bouquin, 13 novembre, des témoignages un récit, c'est construit à partir de verbatim. Les verbatim de ceux qu'on a interviewés du cercle 1, de ceux qui étaient exposés. Donc on reconstitue l'événement. Alors, il s'avère que, par le plus grand des hasards, j'obtiens le réquisitoire définitif qui avait été déposé par le juge d'instruction. Voilà, et que ça me permet de préciser certains points, en particulier les problèmes de chronologie. Alors c'est fait, ce bouquin, beaucoup fait par Laura Natiez, et
et puis Cécile Hochard et moi, mais c'est intéressant parce que, outre ces précisions qui ne sont vraiment pas inutiles venues de ce réquisitoire, c'est essentiellement de reprises d'extraits de verbatim de témoins. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un problème épistémologique sur la question du témoignage. Je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité du témoin. Quand on interviewe les gens, non, je l'ai dit ce matin, mais je vais le répéter, quand on interviewe les gens, ce qui m'intéresse, c'est la vérité du témoin. Je ne vais pas l'interrompre en disant « non, là, vous vous trompez ». Puisque justement, mon objet, c'est ce qu'il me raconte. Donc même les erreurs factuelles, parce qu'elles ont une signification. Donc il ne faut surtout pas intervenir quand la personne se trompe. Eh bien, donc on fait... pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs? Je ne sais plus pourquoi, pas bon. Mais oui, c'est parce on sort le bouquin, on sort en 2020, en octobre 2020, on sort le bouquin. Et là, contact, et puis après, coup de téléphone tout de suite, évidemment, par tweet. Et vous savez, oui, non, très bien votre bouquin, vraiment, mais vous savez que nous, on était là, nous. On était 13 gendarmes présents au Stade de France. Et personne ne parle de nous. Donc je prends contact avec lui, avec le gars. Je lui dis, mais vous êtes passé complètement sous les radars. C'est-à-dire que même, personne ne nous a contactés, mais en plus, quand on en parle avec les victimes, avec tout le monde, avec les journalistes, personne ne parle de vous. C'est pas possible. Surtout quand ils me racontent qu'ils étaient, parce que vous savez, c'est les gendarmes montés, c'est sur chevaux, hein, et qui régulent la sortie du Stade de France pour orienter vers le RER. Bon, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout là, appelés pour aider les victimes. Ils étaient là pour réguler la sortie Stade de France, point. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ils sont garés, juste rangés là, en marge, juste au coin de l'Evans, qui est le lieu où explose la première bombe. Et ils se reprennent avec, dans la tronche, l'effet de blast, et en plus, ils sont les premiers à être autour des deux corps, le corps du seul mort civil, Diaz, et le terroriste, qui lui était en plusieurs morceaux, donc c'était pas mal comme dispositif. Et ils sont là, ils mettent du rubalise, ils sont les premiers à intervenir sur le site. Et après, il y a le commissaire qui gère la sécurité au Stade de France qui vient et qui les vire carrément. Alors bon, ils vont quand même rester, parce qu'il y a les chefs, mais il y en a 2-3 qui vont rester, mais les autres vont rentrer. Et on ne va plus parler d'eux. Et leur institution ne va plus parler de ça, ne jamais parler de ça. Donc ils arrivent et c'est le choc. Et là, quand ils me racontent ça, je lui dis, non seulement là, on fait la troisième phase, 21-22, vous venez, et vous ne posez pas la question de savoir si vous allez prendre la place de X ou Y, parce que n'importe comment, il faut qu'on ait, c'était aussi une décision scientifique là, il faut qu'on ait 250 nouveaux qui viennent, à peu près, 250, 280, pour que on voit aussi l'impact du fait d'être des habitués, d'être interviewés. Est-ce que ça n'a pas un impact sur le témoignage? Donc on a 280, je crois, nouveaux qui sont venus en phase 3, qui n'étaient jamais venus, et donc on va pouvoir comparer aussi ça, mesurer s'il y a un impact ou pas. Bon. Et donc je leur ai dit, mais venez. Et là, l'intérêt, c'est qu'il y avait un nouveau directeur de la gendarmerie, directeur général de la gendarmerie, Rodriguez. J'ai écrit, parce que la plupart étaient encore en activité, mais j'ai écrit et il m'a répondu dans les 10 jours, je vous mets quelqu'un du cabinet, c'est trop important. Et il me dit, voilà, on va envoyer un contact, donnez-nous un texte, et puis on va envoyer, et puis vous aurez les réponses. Et on a eu, je ne sais pas, une douzaine, 10 ou 12 qui ont répondu. Mais c'était extraordinaire, parce que quand vous connaissez un peu, même si vous êtes historien et pas psychologue, neuropsychologue, vous repérez quand il y a un trouble de stress post-traumatique ou pas. Ben, je peux vous dire qu'ils n'allaient pas bien.
quand vous avez le chef qui va faire la même chose d'ailleurs lors du procès, qui se met, vous avez des larmes qui pèsent des tonnes et qui fait que ça casse son entretien, que vous savez qu'il y en a un qui est à la retraite un petit peu tôt, le deuxième qui a démissionné de la gendarmerie, un troisième qui est en Guyane et qui n'est pas question qu'il revienne en métropole, parce que c'est pas possible, après ce qu'il a vécu. Bon. Et puis vous en avez d'autres, et globalement, vous en avez quand même une jolie proportion qui a manifestement des troubles de stress post-traumatique. Et en plus, ils ont fait des examens pour. Et ils le disent d'ailleurs, parce que j'en parle, parce qu'ils en ont parlé aussi au procès. Et c'est vrai qu'on voit bien que quand une mémoire individuelle douloureuse et fondamentale n'est pas relayée par une mémoire collective, ça entretient une pathologie de la mémoire, et singulièrement le trouble de stress post-traumatique. Les élèves, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alexis. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la politique mémorielle de l'État en France? Est-ce qu'elle commence en 95 ou est-ce qu'elle se met en place avant? Voilà. Elle se met, non, comme je l'ai dit, elle se met en place dès le début, dès la guerre. Simplement, on a des configurations différentes. On a toujours une politique mémorielle de l'État, mais suivant les moments, la Ve République, c'est le président de la République qui va être derrière. Et avant, on va se... ça sera soit c'est souvent le chef de gouvernement, enfin le président du Conseil, soit éventuellement, même si il a un rôle plus de représentation, le président de la République sous la 4e. Mais les questions mémorielles seront toujours présentes. On l'a vu avec l'exemple que j'ai donné sur 58. Donc il y a une politique mémorielle à ce moment-là qui est très clairement établie. Mais effectivement, de façon récurrente, l'État se pose la question d'une politique mémorielle. Et par exemple, ce choix de la convergence mémorielle, là, c'est très clairement inscrit politiquement dans la politique mémorielle de l'État depuis maintenant une quinzaine d'années. Et du coup, un peu plus spécifiquement, parce qu'il me semble qu'on a un jalon là-dessus, enfin pour le bac, on a une épreuve là-dessus. Par rapport à la mémoire des Juifs, comment est-ce que l'État l'a construit en France, à partir de quand? Là, c'est différent. L'État a répondu, a réagi à quelque chose qui est né de la société civile. C'est parti de la société civile, ça a atteint ça a été repris en main par la mémoire collective, et c'est simplement après que l'État a véritablement pris en charge le sujet, même si François Mitterrand a été le premier président de la République à être présent lors d'une commémoration du Veldiv. Ça, c'était en 92, avec un discours de Badinter qui restera dans les mémoires, parce que comme Mitterrand, c'était le même moment où était sortie la référence à Francisque et à ses liens avec Vichy. Il y a eu une manifestation, et puis les liens avec Bousquet, donc il y a eu une manifestation contre sa présence alors qu'il était là, et Badinter est sorti de ses gonds et a insulté dans un discours mémorable ceux qui menaient l'opération. Donc, encore une fois, ça dépend des moments, et puis il faut toujours être nuancé, mais n'allez pas trop loin dans les nuances, parce qu'après, vous allez perdre la dominante, quoi. Pensez toujours, quand vous faites votre travail, à voilà la dominante, mais attention, il faut quand même nuancer pour telle raison. Mais il faut que le prof en face, qui n'importe comment a la flemme et ne lira que le début, il ait l'idée principale, et éventuellement, s'il n'est pas trop fatigué, il va lire la suite en disant « Ah ouais, en plus, il nuance, il est bon. Ou elle est bonne. » Voilà. C'est bien, non, comme conseil? Je ferai passer aux collègues.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Donc, on va laisser remercier. rentrer à la maison? Oh, ça va, on a le temps là. Oui, mais pour ça, là, on va remercier les collègues qui étaient connectés avec nous. Connexion grâce. Connexion non, puis au revoir. grâce. Voilà, connexion grâce donc à notre collègue de sciences physiques, Joanne Cassagne, que je remercie encore parce que sans ses prouesses techniques, c'est-à-dire 1, 2, 3 ordinateurs, une table de mixage, on n'aurait pas pu faire ça. Donc c'est plutôt très bien, on peut le remercier. Et puis aussi les petits micros, les petits micros, on va dire portatifs. Voilà. Donc merci à vous, chers collègues, d'avoir été connectés avec nous.